Mais 1945, la guerre touche à sa fin, mais l'humiliation, elle, ne fait que débuter. Des prisonnières allemandes, ces femmes qui ont passé des années à rabaisser la France en la traitant de nation faible et décadente, se retrouvent soudain enfermées derrière des barbelés français, nourris par le peuple même qu'elles ont occupé, pillé et méprisé durant 4 interminables années. Mais voilà la question que nul ne se pose jamais. Que pense vraiment une ennemie acharnée quand c'est précisément ce peuple qu'elle méprisait qui lui offre sans rancune ni haine le croissant qu'elle n'aurait jamais mérité? En 1945, la guerre en Europe s'achève. L'Allemagne nazie a capitulé, mais le continent reste plongé dans le chaos. Routes dévastées, villes en ruine. Des millions de personnes ont perdu foyer, famille, tout. La France, libérée depuis août, souffre encore terriblement. 4 ans d'occupation allemande ont creusé des plaies profondes dans le pays et ses habitants. Les Français se nourrissent à peine. Un adulte reçoit officiellement 1200 à 1500 calories par jour, quand les réserves le permettent, souvent bien moins. Le sucre avaniche des tables. La viande n'est plus qu'un lointain souvenir. Même le pain, ce célèbre pain français, est rationné avec une précision cruelle. Chaque matin, les queues s'allongent devant les boulangeries, dans l'espoir d'obtenir sa part avant la rupture de stock. C'est dans cette France libérée mais exténuée que débarquent les premières prisonnières allemandes. Près de Chartres, en région Centre-Val de Loire, une ancienne ferme a été reconvertie en camp de prisonniers de guerre. Les champs environnants, verdoyants et paisibles contrastent avec l'intérieur des barbelés où règne une tension glaciale. Baraquements de bois battus par les vents, lits rudimentaires. Les gardes français, souvent des gendarmes militaires ou des administratifs de l'arrière, observent les arrivantes d'un regard froid, sans sourire. Ils n'ont pas oublié l'occupation, les vexations, les familles incendiées. Et ils veillent sur le camp avec une rigueur muette et inflexible. La France de 1945 n'était pas un paradis de pardon. Elle charriait ses blessures, ses rancœurs, ses non-dits. Pourtant, ce matin-là, dans ce camp précis, abritant 347 prisonnières allemandes, quelqu'un a déposé un plateau. Ces femmes n'étaient pas des combattantes au sens strict, mais elles ont revêtu l'uniforme. Secrétaires, tapant les ordres, infirmières soignant les blessés pour qu'ils repartent tués. Elles ont huilé les rouages de la machine. Pour les autorités françaises, cela justifiait les barbelés. Parmi elles, Anna Brandt, 24 ans, originaire de Munich. Durant 3 ans, elle a servi comme secrétaire militaire dans un bureau parisien sous occupation. Elle occupait un bel appartement réquisitionné, ancien bien d'une famille juive déportée vers l'Est. Anna le savait mais préférait ne pas y songer. Installée dans un bureau chauffé, bien vêtue et repue, elle classait dossiers et tapait documents, se répétant les leçons de son enfance. L'Allemagne, nation suprême, organisée, disciplinée. Les Français, peuple mou, désordonné, sans vigueur ni cran. Intelligente, efficace, elle se croyait infaillible. À ses côtés, dans le baraquement, dort Kate Vogel, 29 ans, venue de Lippe, infirmière militaire plus âgée qu'Anna, plus réservée aussi. Moins dogmatique, plus désabusée et terre-à-terre, elle a pourtant subi les mêmes années de propagande. Les mêmes harangues transformées en vérité par la répétition. Les deux femmes ne sont pas proches, mais elles se comprennent. Même langue, pas seulement allemande, mais celle des croyantes dont l'idéal gît en miettes. Ce premier matin au camp s'ouvre sur un froid humide sous un ciel plombé. Les prisonnières sont tirées du sommeil aux aurores, alignées dehors pour l'appel. Puis vient la distribution du repas français. Un garde avance avec un plateau, Anna examine ce qu'on lui tend, un demi-croissant rassis, cuit la veille sans doute, une tasse de café noir, sans sucre ni lait, et une minuscule portion de confiture, à peine une cuillerée. C'est tout. Anna serre le plateau entre ses mains et contemple ce maigre repas. Un rictus se dessine sur sa bouche, un sourire glacial teinté de dédain. Elle pivote vers Kate et murmure en allemand, assez bas pour échapper aux gardes. Nourriture pour porc, ils nous refilent leurs déchets. Kate reste muette. Ses yeux se posent sur le demi-croissant. Elle avale une gorgée de ce café noir. Pas un mot. Anna dépose le plateau sur le banc de bois face à elle et avale sa pitance sans la regarder. Dans son esprit, tout est déjà rangé, condamné d'avance. Ces Français, avec leur pain rassis et leur café âpre, ce peuple qu'elle avait tant de fois entendu qualifier d'inférieur. La preuve lui paraissait limpide, gravée sur ce plateau famélique. Ce demi-croissant fripé trahissait un pays affamé, un pays dépouillé et ravagé durant 4 années par des individus comme elle et qui, malgré tout, avait tout de même présenté ce plateau ce matin-là. Elle ne le saisissait pas encore, mais elle le saisirait bientôt. Et ce croissant, ce modeste bout de pain que la France lui offrait, allait transformer quelque chose en elle à jamais, bouchée par bouchée. Les semaines suivantes allaient précisément lui enseigner cela. Pas d'un coup, sans un discours retentissant. Mais peu à peu, au fil des observations, des surprises successives, telle l'eau qui use la roche sans bruit. Les jours au camp paraissent identiques sans surface. Lever matinale, appel, corvées éreintantes. Mais Anna n'est plus exactement la même d'un jour à l'autre. La première révélation majeure survient en début du 2e mois. Les responsables du camp annoncent un changement d'affectation.
Anna et une trentaine d'autres détenus sont choisis pour œuvrer dans une boulangerie industrielle en bordure de Chartres. On les entasse dans un camion militaire à l'aube. Le voyage prend 25 minutes. Par la petite vitre, Anna observe les campagnes françaises qui filent. Les arbres verdoyent. Les routes, malmenées par la guerre, portent des nids de poules et des cicatrices profondes dans l'asphalte. Pourtant, la campagne environnante respire la vie, la sérénité, une beauté presque intacte. Elle détourne le regard, elle refuse de s'en émouvoir. À l'arrêt devant la boulangerie, Anna saute à terre et scrute l'édifice. De dehors, rien d'impressionnant, une vaste construction en pierre surmontée d'une enseigne de bois. Les mots « Boulangerie Leclerc » depuis 1923 y sont tracés en lettres bleu marine. Mais lorsque les portes s'ouvrent, et qu'Anna pénètre à l'intérieur, elle se fige. Ses yeux balaient les lieux et elle demeure silencieuse un bon moment. Les fours d'acier, gigantesques, se dressent contre le mur tel un régiment au garde-à-vous. 6 au total. Les pétrins mécaniques ronronnent d'un bruit sourd et constant. Des tapis roulants acheminent pain et baguettes d'une extrémité à l'autre de la salle. Anna observe, mentalement évalue. Elle a côtoyé des usines militaires allemandes. Elle sait reconnaître une organisation industrielle. Et ce qu'elle découvre dans cette boulangerie provinciale française, propriété d'un modeste artisan, peut sortir jusqu'à 400 baguettes à l'heure. Un rythme qu'elle n'aurait jamais imaginé ici, dans une échoppe de province. Pas même dans une usine étatique, mais chez un homme du commun, établi en 1923. Le maître des lieux, c'est monsieur Armand Leclerc, 58 ans, une stature imposante, épaules carrées, mains poudrées de farine immaculée, cheveux gris coupés courts, laconicien. Il toise les prisonnières entrant dans son domaine d'un regard serein, ni amical ni agressif. Il distribue ses ordres d'une voix claire et concise, attendant simplement qu'on obéisse. Les femmes se mettent à l'ouvrage, Anna suit les directives. Elle emballage les baguettes, empile les plaques et suit les plans de travail. Ses mains s'activent, mais son cerveau turbine plus vite encore. Le 3e jour, M. Leclerc franchit la porte avec une initiative inattendue. Il dépose sur le comptoir, pile devant les détenus, un vaste plateau métallique. Dessus trônent des croissants entiers, dorés à point, encore tièdes, tout juste sortis du four. L'arôme envahit l'espace en un instant, enivrant. Beurre fondu, pâte croustillante, vapeur chaude comme une caresse. Monsieur Leclerc pose le tout, fixe les femmes et lance en français d'un ton ordinaire « Pour vous, mangez ». Anna dévisage le plateau, immobile sur le cou. Autour, d'autres prisonnières tendent déjà les bras. Ce jour-là, Kate Vogel, qui officie exceptionnellement à la boulangerie avant d'être mutée à l'infirmerie du camp la semaine d'après, saisit un croissant et le porte à ses lèvres. Anna, quant à elle, reste immobile, les yeux rivés sur le plateau. Elle repense aux paroles prononcées ce premier matin au camp. Elle se souvient du demi-croissant qu'elle avait toisé avec un profond dédain. Et voilà que cet homme, ce Français, ce boulanger qu'elle aurait jadis relégué au rang d'inférieur sans y songer, dépose devant elle des croissants entiers, tout juste sortis du four, façonnés avec minutie, et lui lance un simple « manger ». Sans contrainte, sans ordre imposé par un règlement, juste par pure volonté. Elle en attrape un. Ses doigts perçoivent la tiédeur à travers la pâte dorée. Elle le mord. La croûte cède dans un craquement sec, presque agressif au milieu du silence ambiant. À l'intérieur, la mie est souple, beurrée, brûlante. L'arôme lui monte aux yeux. Elle mastique avec lenteur, sans croiser aucun regard alentour. Les machines bourdonnent encore, les convoyeurs pivotent, la farine danse dans l'air tiède. Mais Anna ne perçoit plus rien de tout ça. Cette bouchée recèle une sensation qu'elle ne saurait encore définir. Quelque chose qui dépasse la simple faim. Elle avale, repose le reste sur le comptoir, muette, car les mots manquent. Cette révélation, saisie en une seule bouchée, défie tout vocabulaire allemand qu'elle maîtrise. Les semaines suivantes, Anna observe et note scrupuleusement. Par bribes de conversations saisies au vol, elle apprend que les civils français eux-mêmes survivent avec des rations draconiennes. Chaque habitant n'a droit qu'à 250 grammes de pain quotidien. Point final. La farine est mesurée au gramme près, le beurre relève du luxe. Pourtant, en ce pays sous restriction, dévasté par 4 années de pillage allemand, nul ne songe à priver davantage ces femmes, hier encore perçues comme l'ennemi. À l'infirmerie du camp, Kate Vogel collabore désormais avec le docteur René Marchais. Âgé d'une quarantaine d'années, il porte des lunettes rondes et s'exprime d'une voix posée et exacte. Kate, ex-infirmière militaire, maîtrise les protocoles à la perfection et s'attend à guider un praticien moins expérimenté. Or, dès le premier jour, elle constate que le docteur Marchais détient des savoirs et techniques rivalisant avec les siens acquis en Allemagne. Certaines approches sont même supérieures. Elle se tait mais tout enregistre. Le pic émotionnel survient un dimanche après-midi. Un modeste marché forain s'installe dans la rue voisine du camp. Les prisonnières l'aperçoivent depuis leur barbelé. Les étals sont frugaux, la guerre est récente, les ressources maigres.
Mais on y trouve fromage, légumes, fruits épars et un parfum de tarte tiède qui embaume l'air. Les gens discutent, sourient, palpent les denrées, marchandent à voix basse. Une vitalité discrète, une fierté sereine, un art de vivre ensemble qu'Anna peine à qualifier. Soudain, un gamin d'environ 6 ou 8 ans s'approche des barbelés, il fixe Anna dans les yeux et lui tend, à travers les fils barbelés, un bout de tarte aux pommes. Sa mère, en retrait, l'observe sans intervenir. Anna accepte le morceau. Ses mains frémissent un peu. La portée de ce geste lui échappe encore, mais ses mains, elles, ont saisi l'essentiel. Ce tremblement intérieur ne s'apaisera jamais tout à fait. Des semaines durant, elle y repense, à ses mains qui vibrent sur un simple bout de tarte. L'été s'invite à Chartres sans qu'elle s'en rende vraiment compte, car une mécanique nouvelle s'est enclenchée en elle, inarrêtable. Les jours s'étirent. Le soleil s'attarde haut dans le ciel jusqu'à la nuit. Mais Anna ne voit plus le camp avec les mêmes yeux. Elle n'est plus la femme altière qui avait débarqué du camion militaire il y a des mois. Le mépris, jadis son armure, commence à s'oxyder. C'est alors qu'elle tombe sur la petite bibliothèque du camp. Les Alliés y ont rassemblé une maigre collection. Une poignée de livres sur 3 étagères de bois dans une salle commune. Des ouvrages en allemand, romans, histoires, mais aussi journaux français, magazines anciens et plusieurs volumes sur l'histoire de France. Anna se met à lire d'abord pour tromper l'ennui, puis par curiosité et enfin pour une raison qu'elle nomme à peine. Pour la première fois de son âge adulte, elle aborde l'histoire de France sans qu'on lui dicte son interprétation. La Révolution française, avec ces hommes qui ont osé affirmer qu'un roi ne pouvait pas seul dicter le sort d'un peuple entier. Voltaire, qui maniait la plume comme d'autres l'épée au combat. Louis Pasteur, démontrant que des microbes invisibles causaient la mort et consacrant son existence à les combattre, inventant les premiers vaccins contre la rage et d'autres fléaux mortels. Et Marie Curie, unique au monde, a décroché 2 prix Nobel en 2 domaines scientifiques distincts. Une femme qui s'est imposée dans un univers refusant les femmes en laboratoire. À chaque page tournée, c'est un choc pour une conviction qu'elle tenait pour acquise. Le même pays qu'elle avait condamné pour son incapacité à sustenter décemment ses captives. Pendant ce temps, à l'infirmerie du camp, Kate poursuit sa collaboration avec le docteur Marchais. Un matin, en disposant des médicaments côte à côte sur une étagère, elle lui avoue, surprise par sa propre franchise, qu'elle avait toujours pensé les Français inférieurs aux Allemands en matière médicale. Sans animosité, juste comme une évidence jamais remise en cause. Le docteur Marchais s'immobilise. Il dépose la boîte qu'il tenait. Derrière ses lunettes rondes, il la fixe et déclare d'une voix posée, sans trace de rancune, « C'est la propagande qui vous a ravi l'esprit, non la nature. » Kate ne répliqua pas. Elle rangea les flacons, mais ces mots s'incrustèrent en elle, tels un tesson de verre sous la peau, invisible mais douloureux à chaque geste. Ce soir-là, dans le baraquement, elle les rapporte à Anna, fidèlement. Toutes deux gardent le silence un long moment dans l'obscurité. Dehors, les grillons stridulent dans l'herbe d'été asséchée. Anna contemple les poutres du plafond et reste muette. Pourtant, en son fort intérieur, une idée germe patiemment, comme si elle disposait de toute l'éternité. Le 14 juillet 1945 survient. Première fête nationale française depuis 1939 dans une nation totalement libérée. À Chartres, les rues résonnent de musique, de chants populaires, de drapeaux bleus, blancs, rouges flottant aux fenêtres. Anna perçoit tout depuis le camp. Interdite de sortie, elle capte néanmoins ses échos franchissant les barbelés sans autorisation. Ce jour-là, un événement imprévu secoue le camp. Les gardes français, d'ordinaire froids, et limités au minimum vital, font servir un repas exceptionnel aux prisonnières, inédit jusqu'alors. Du pot-au-feu fumant avec légumes et viande. Une vraie viande à l'arôme authentique. Du pain frais encore chaud. Et pour chacune, un croissant entier flanqué d'un carré de beurre réel. Anna scrute son plateau, ce festin. Elle se remémore le premier matin au camp, ce plateau toisé avec dédain, ce murmure étouffé. Nourriture pour porc. Cette femme-là lui est devenue étrangère. Elle ignore comment elle raisonnait. Elle songe aux 250 grammes de pain quotidien des civils français, à cette farine rare, à ce beurre luxueux dans un pays sous rationnement. Et pourtant, pour leur fête nationale, célébrant leur liberté reconquise, leur triomphe sur l'occupant, soit sur des femmes comme elles, ils ont décidé de partager, sans contrainte, un choix pur, librement consenti par des hommes qui auraient pu tout refuser légitimement. Ce soir-là, Anna récupère des feuilles de papier de la bibliothèque et un crayon usé. Assise sur sa couchette, le baraquement désert, les autres dehors, elle se met à écrire. Ses phrases sont modestes. Sa main tremble d'abord, puis s'affermit. Aujourd'hui, ils nous ont offert un croissant, le même que j'ai méprisé ce premier matin, celui que j'ai qualifié de nourriture pour porc. Ces paroles, je ne saurais plus les proférer. Non par interdiction, mais parce qu'elles sonnent faux. Elles l'ont peut-être toujours été. J'ignorais alors ce que je sais à présent, que ce croissant a un coût pour eux, que le beurre est compté, que la farine est un trésor, et qu'ils nous l'ont accordé malgré tout. Pas par lâcheté, mais par une qualité que ma langue ne nomme pas, car on ne nous l'a pas enseigné. Peut-être est-ce cela, la civilisation. Elle repose le crayon, relit ces lignes.
puis poursuit. Pendant 3 ans à Paris, j'ai habité l'appartement d'une famille inconnue que je refusais de fréquenter. Je couchais dans leur lit, je préférais ignorer leur nom. J'œuvrais pour une mécanique qui écrasait les existences comme du grain sous la meule, et je tenais cela pour l'état naturel des choses. Je pensais que notre supériorité venait de nos fusils et de notre rigueur. Or voilà qu'aujourd'hui, une nation affamée, pillée par nous durant 4 années, m'offre un croissant tiède et un morceau de beurre, et tout ce en quoi je croyais s'effondre. Elle replie les feuillets, les fourre sous son matelas, demeure immobile dans le calme du baraquement, à l'écoute de la musique lointaine de la kermesse française qui se prolonge. Des voix qui entonnent des chansons dans leur liberté reconquise, des âmes qui ont tout perdu, mais qui fredonnent encore. Et pour la première fois depuis longtemps, Anna n'éprouve plus le besoin de se couvrir les oreilles. Ce que la propagande avait patiemment érigé dans l'esprit d'Anna Brandt, la France l'avait démoli en quelques mois. Sans harangue ni châtiment, mais grâce à un pain au beurre chaud, à un gamin qui glisse une part de tarte à travers les barbelés et à une simple bouchée qui a tout renversé sans crier gare. Janvier 1946. Au matin du rapatriement, Anna Brandt ferme son baluchon sous un ciel blafard et oppressant, tel un couvercle sur le camp. Peu de choses à y ranger, des hardes élimées, une brosse à cheveux, une paire de chaussettes en plus, et tout au fond, plié et enveloppé avec une infinie délicatesse, comme le trésor le plus précieux, les pages où elle a consigné ses réflexions de l'été. Elle les cale contre la toile du sac et zippe la fermeture avec précaution. Kate, à ses côtés, procède de même en muette concentration. Ce jour-là, les paroles paraissent insignifiantes. Le voyage vers l'Allemagne s'étire sur plusieurs jours. Camions, trains, haltent dans des gares glaciales et surpeuplées. Par les vitres du wagon, Anna contemple le décor français qui s'éloigne, puis l'allemand qui surgit. C'est là, entre les rails, que le premier choc brutal du retour la frappe. Car la France qu'elle abandonne, pauvre et épuisée, encore couturée de cicatrices guerrières, reste fière et vive. Les bourgs comptent des demeures intactes, des passants dans les venelles. La vie y pulse, l'organisation persiste, tout suit son cours. Mais l'Allemagne qui se dessine au carreau du train est un spectacle différent, effroyable. Les cités ne sont que des amas de débris. Des artères entières ont vanished, balayées par les ruines et la cendre. Les silhouettes qu'elle aperçoit ont des traits cendreux, des regards éteints, des carcasses émaciées dans des habits flottants. C'est son sol natal, son foyer, et il est méconnaissable. Munich surpasse ses pires craintes. Les bombes ont mutilé la cité. Des quartiers entiers se réduisent à des monceaux de gravats. Les rues de son enfance ont disparu ou persistent à demi, avec des murs debout masquant le vide, comme des décors théâtraux abandonnés. Elle retrouve les siens dans une bâtisse à moitié effondrée. Un mur arraché par une explosion, remplacé par des planches rabotées et clouées contre les rafales. Sa mère est présente, son père aussi. Il respire, c'est déjà miraculeux. Sa mère l'étreint longuement, puis l'examinant, elle murmure qu'elle a mué, non seulement dans le corps, mais dans l'attitude, dans les yeux. Sa mère l'interroge à voix basse sur la France. Anna s'installe à la table de la cuisine, bancale sur une patte rafistolée au fil de fer. Elle pèse ses mots un long moment avant de lâcher, différent de ce qu'on nous racontait. Sa mère guette la suite. Anna fixe ses mains posées sur le bois. Rien de plus ce soir-là. Les semaines filent. Munich se redresse pied à pied. Les habitants trient les pierres à main nue, rebâtissent du neuf à partir des éboulements de l'ancien. Anna traque un emploi. Ex-secrétaire d'état-major, elle ne peut plus exercer. L'univers martial qu'elle savait est anéanti. Elle vise ailleurs. C'est au fil d'une petite annonce placardée sur un mur d'école, en pleine période rude, qu'elle opte pour le métier d'institutrice. Elle se présente au concours. Une femme de 26 ans au milieu d'élèves, marquée par le seul horizon de la guerre. Elle potasse ses cours la nuit, car le jour, elle enchaîne les menus boulots pour survivre. Et voilà que, quelques années après avoir déposé son sac parmi les décombres munichois, elle franchit pour la première fois le seuil d'une classe face à 22 enfants, un cré à la main. Elle dispense plusieurs disciplines, mais celle qui lui tient le plus à cœur, celle qu'elle décide d'intégrer à son cursus sans y être contrainte, reste le français. Avec une patience et une minutie qui laissent tout le monde pantois, elle initie ses élèves à la langue de Molière, vocabulaire, syntaxe, articulation. Mais entre les lignes, sans jamais le formuler explicitement, elle leur transmet bien plus. Elle leur inculque de ne pas porter de jugement sur l'inconnu. Elle leur montre que la puissance d'une nation ne correspond pas toujours aux images déformées par la propagande. Elle leur révèle, sans dévoiler son propre parcours en détail, que les barrières mentales s'avèrent souvent plus périlleuses que celles en béton. Un jour, un garçon de 10 ans lève la main et l'interroge. Pourquoi le français et non l'anglais ou le russe? Une interrogation sincère, formulée avec l'innocence curieuse d'un enfant aux yeux écarquillés. Anna dépose sa craie au coin du tableau. Elle fait face à la classe et répond avec une précision mesurée. Le français, c'est la langue dans laquelle j'ai appris la honte, puis la raison de cette honte. Le petit fronce les sourcils, saisit sans tout saisir, mais il recopie la phrase dans son cahier, conscient de son poids.
même si son sens lui échappe encore. Et elle regagne la Bille, désormais en zone soviétique, dans ce coin d'Allemagne où une frontière intangible mais implacable se referme déjà sur ses habitants. Là-bas, certaines vérités restent périlleuses à proférer. Kate le sait pertinemment. En public, elle se garde de parler. Mais le soir, chez elle, entourée de ses enfants, les mots jaillissent. Elle évoque le docteur Marchais et sa réflexion sur la propagande. Elle décrit l'infirmerie du camp où deux femmes issues de nations ennemies œuvraient ensemble, animées du même respect pour la vie. Elle narre le croissant du 14 juillet et sa symbolique profonde. Ces récits imprègnent ses enfants au fil des ans, façonnant leur identité. Lorsque le mur de Berlin s'effondre en novembre, le petit-fils de Kate, Thomas, un jeune de 20 ans, monte dans le train pour Paris. Kate est partie 2 ans auparavant, en 1987, après une existence riche et accomplie. Avant de s'éteindre, elle lui a adressé une lettre manuscrite, longue et soignée, tracée à l'encre bleue sur du papier de qualité. Thomas la garde dans la poche de sa veste tout au long du trajet. Il la relit dans le train, puis sur un banc près de la Seine, au milieu du Paris animé et vibrant. Kate y a consigné. Rends-toi en France, savoure un croissant, médite sur ce qu'il a fallu pour qu'on te l'offre alors qu'il avait toutes les raisons de s'y refuser. Souviens-toi, la véritable force d'un peuple se jauge à ce qu'il préserve de son humanité quand le monde s'écroule. Thomas replie le papier, le range, il pousse la porte de la première boulangerie venue, commande un croissant et le déguste debout sur le trottoir sous le froid de novembre, Paris bouillonnant à ses côtés. Il songe à Kate, cette aïeule qu'il a trop peu connue, à ce qu'elle a enduré pour rédiger pareille ligne. Car si les armes conquièrent une guerre, seule la dignité métamorphose un cœur. Parfois tout naît d'une simple bouchée.